décidé de ne pas du tout être technocratique, parce qu'on a beaucoup de technocratie autour de nous. Et je crois que dans ces moments de transformation, en fait, ça dépasse un peu le côté PowerPoint. J'avais pas trop envie de présenter un PowerPoint ou de présenter un discours tout gros fabriqué, comme d'ailleurs on en a beaucoup aujourd'hui avec les élections. J'avais juste envie de partager avec vous peut-être la chose la plus importante pour nous tous, c'est notre cœur, c'est-à-dire au fond le pourquoi, le sens de cette démarche, pourquoi j'ai été obligé de faire Design Me a Planet. Et je l'ai vraiment vécu comme ça parce qu'au fond, j'ai l'âge où beaucoup d'entre nous en France, on prend sa retraite. Et j'aspire à la tranquillité, à la retraite, comme tout le monde, et aux vacances. Et je me suis retrouvé à commencer une nouvelle vie. À commencer une nouvelle vie complètement différente de tout ce que j'avais connu. Et qui me mettait en plus en insécurité, qui me mettait aussi dans une zone d'incompétence, et dans une zone, Alain Gauthier en parlera demain, on parlera aujourd'hui, dans les zones où on est en insécurité, on se met en danger, où on est vraiment vivant. Et là, j'ai été poussé au-delà de toutes mes limites. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Toute ma vie, j'ai été un consultant. J'ai été un intellectuel au sens où Malraux le dit. Un intellectuel, c'est quelqu'un évidemment qui pense, mais surtout qui à un moment donné essaye d'avoir des actions cohérentes avec sa pensée. Et ça, c'est très très difficile. Penser de toute façon, c'est déjà très très difficile. Beaucoup moi abandonné, comme vous savez, on est rentré dans une époque de plus en plus, on est dans l'immédiat, on ne pense même plus. Mais alors, une fois que vous avez pensé, vous avez fait ce travail considérable de réflexion pour essayer de construire une idée, agir derrière, c'est encore plus difficile, parce que là, il faut soulever des montagnes, et on n'a pas toujours les muscles qu'il faut quand on est resté des journées entières chez soi à écrire. C'est pas tout à fait le même genre de musculation que celle qu'il faut pour agir. Donc, après avoir passé 30 ans dans les salons feutrés des directions, à les conseiller en tant que stratège, je me suis trouvé confronté à quelque chose de tout à fait inattendu quand j'arrive à la fin de ma carrière et au moment où je pourrais me reposer sur mes lauriers, c'est que le futur du monde, c'est curieusement, extraordinairement assombri. Et c'est là où je retrouve les facteurs clés de succès de Gérard Boivin, c'est-à-dire que brusquement j'ai vu tous les facteurs clés du XXe siècle devenir des facteurs de danger, des facteurs clés de succès. Vous voyez, par exemple, il y a un facteur clé de succès du XXe siècle qui a dominé tout le XXe siècle, c'est cette idée de la multiplication des produits, de la duplication des produits. Et du fait qu'avec beaucoup de capital, on pouvait faire des machines qui nous permettraient de produire des milliers de produits et de les distribuer massivement, et donc de créer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des civilisations entières basées sur la consommation, ce qui est complètement nouveau. Toutes les sociétés avant étaient basées sur la rareté, sur une certaine pauvreté qui touchait la plus grande partie de la population. Et ce facteur extraordinaire de réussite, aujourd'hui, on voit bien, il est brusquement en train de se renverser, ce facteur clé de succès qui a été l'idée dominante de la société industrielle, il est en train de se retourner contre nous, et la pollution de la terre, la pollution des eaux, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, fait que notre fantastique succès, parce que c'est un succès. Nous sommes sortis de notre niche écologique, nous sommes le seul animal à être sorti de notre niche écologique, à avoir envahi toute la Terre, à avoir dominé toutes les autres espèces. Et en même temps, cette fantastique réussite est en train de se transformer en une fantastique catastrophe. Et moi, en tant que prospectiviste, j'ai été confronté à cette chose absolument étonnante et terriblement touchante en tant qu'être humain, qui est que, alors qu'on vivait dans une fantastique espoir d'un monde toujours plus beau, toujours plus bon, toujours plus vrai,
bah, brusquement, tout ça a commencé à se transformer en un cauchemar. Et là, j'étais confronté à quelque chose de très dérangeant, c'est soit de prendre ma retraite et de me dire, bon, bah, je suis dépassé par tout ça, soit de reprendre tout mon travail de prospective et de me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et comme vous savez, à ce moment-là, j'ai découvert trois choses que nous sommes tous en train de découvrir, tous les uns après les autres. C'est que finalement, toutes les grandes idéologies du XXe siècle, que ce soit le communisme, que ce soit le socialisme, ou que ce soit le libéralisme, bah, nous laissent nus, complètement nus, devant les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes obligés de repenser les bases mêmes de ce qui a été les clés de notre développement. Et effectivement, il y a une sorte de dérision extraordinaire qui est en train de se passer quand on voit l'ensemble des hommes politiques aujourd'hui enfermés dans des idées qui datent du XVIIIe, du XIXe, qui ont été bien sûr des grandes idées de l'époque, qui ont été d'ailleurs créées à l'époque par des philosophes qui pensaient une nouvelle manière de penser le monde. Mais on voit bien que ces idées, elles sont totalement inadaptées au monde qui vient. Donc, nous sommes confrontés aujourd'hui à quelque chose d'inouï, d'inattendu, et l'humanité a beaucoup de mal à s'y adapter. Parce que l'humanité ne s'est jamais trouvée, il n'y a pas de honte à ne pas savoir, puisque nous n'avons jamais été dans cette situation actuelle, cette situation où les choses évoluent de plus en plus vite vers une catastrophe. Quand j'ai commencé ma carrière, on parlait de problèmes à l'horizon d'un siècle. Je me rappelle, le Club de Rome, etc., on faisait des prédictions, on faisait des modèles, on faisait bon. Dans un siècle, on risque d'avoir des problèmes. Un siècle, ça laisse du temps. Hein. De toute façon, ça ne nous concerne pas directement. Comme on disait, ça concernait les générations futures. Bon. Alors, on commençait à se poser la question de savoir si on avait le droit de reporter un certain nombre de problèmes sur les générations futures. Mais c'est touché les générations futures. Donc, d'ailleurs, ce qui explique que personne n'ait beaucoup agi pendant cette période-là. On verra bien. Ce sera les générations futures. Puis après, on a vu le danger se rapprocher à 50 ans. Je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler au ministère de la Recherche avec Thierry Godin, on a commencé à faire les prévisions et à faire les modèles, etc. Et on s'est dit, oulala, mais c'est pas un siècle, c'est 50 ans. Et puis, ces 15 dernières années, avec Erwin Laszlo, le Club de Rome a remodifié ses réflexions, etc. Et on en est arrivé à se dire, mais il faut à tout prix qu'on écrive des manifestes pour l'ONU. L'ONU elle-même s'est rendue compte, là, ils viennent de sortir un document extraordinaire où ils nous montrent à quel point les choses se sont rapprochées. Et là, on est dans des horizons de 10 ans. Donc moi, j'ai vécu ça parce que, effectivement, j'ai eu la chance de tomber dans la prospective très très jeune, à 20 ans. En plus, j'étais un enfant anxieux, donc je me suis toujours intéressé au futur, un peu inquiet, etc. Et j'ai vu cette évolution radicale des choses qui m'a obligé à sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je suis très gêné, même vis-à-vis de mes enfants, etc. Parce que, si vous voulez, il s'agit plus simplement de faire des analyses, il s'agit de trouver une manière de prendre un virage très vite dans les 10 ans qui viennent. Et force est de constater que ce virage, on ne le prend pas. On ne le prend pas malgré des efforts extraordinaires de toutes les parties prenantes. Et là aussi, il ne s'agit pas de se culpabiliser. Parce que moi, qui ai beaucoup travaillé pour les entreprises, j'ai vu les équipes de direction travailler sur ces questions d'écologie. On a vu des gouvernements aussi tenter de prendre le taureau par les cornes, ne serait-ce que le Grenelle de l'environnement, et essayer de changer les choses. On a vu l'ONU le faire, le Millennium Project, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que le virage n'est absolument pas pris, que tous ces efforts considérables ne changent rien, on est dans le pire des scénarios. Et donc, les facteurs clés de succès sont absolument en train de s'inverser, parce qu'effectivement, à quoi ça sert toute l'histoire de l'humanité, c'est 3 milliards d'évolutions. Ces espèces qui se sont déployées, chacune à leur manière, pour aboutir plus finalement à cette espèce tout à fait particulière qui est l'humanité, qui a rêvé le monde, qui a imaginé l'éthique, l'esthétique, qui a projeté sur la planète
un avenir? Est-ce que toute cette histoire a abouti, dans les 10 ans qui viennent, à tout simplement l'effondrement de notre civilisation, la disparition des mammifères? Est-ce que c'est ça qu'on voulait faire? Donc vous voyez comment on sort de ça. Et je crois que nous sommes tous en train de sortir de notre zone de confort, et nous sommes tous confrontés, non plus pour nos enfants, mais pour nous-mêmes, à l'intérieur même de notre vie. Ma fille a 15 ans, je parle avec elle, je lui dis, est-ce que les amis sont conscients de ça? On sait aujourd'hui que les taux de suicide des jeunes sont en forte augmentation parce que il y a les plus intelligents, en plus Jennifer Ginley a fait toute une recherche sur cette question, on s'aperçoit que les gens, les enfants, les jeunes les plus intelligents, les plus doués, ont les taux de suicide les plus élevés aujourd'hui. C'est dramatique parce que justement ils voient venir ça. Donc il nous faut à tout prix accomplir ce travail de refondation d'un futur qui a un avenir. Moi je me rappelle à 20 ans j'étais punk, je m'amusais à dire nos futurs. Ça ne dérange pas. Si vous voulez je peux rejouer le punk pour rire. Mais là c'est pas pour rire. Donc voilà le pourquoi. Ça. Bon, après on va voir le comment, etc. Mais je voulais vraiment partager avec vous, de manière très humaine et au fond de mon cœur, le pourquoi de cette démarche. Et donc il y a deux dimensions. Partout dans le monde où je vais, on voit que dès qu'on attaque, on essaye d'attaquer ce problème, les gens dérivent, parce que toute leur vie, depuis 3 millions d'années, les êtres humains se sont occupés du local et du court terme. Donc dès que vous parlez de ces sujets, tout le monde vous ramène. Alors le dirigeant, il vous dit, ben voilà, effectivement, je vais vous expliquer comment moi je fais du RSE. Et comment je participe, comment je suis un honnête homme. Et puis vous avez le politique qui vous dit, oui, vous allez voir, je vais être élu, je vais faire le bonnet de l'environnement. Et donc on est reparti dans du local et du court terme, partout, vous voyez, parce qu'au fond, l'humanité, elle a eu que ça. Or, on sait aujourd'hui que si on continue à cette sorte de stéréotype, eh bien, on va vers une catastrophe, parce que, bien évidemment, lorsque, là, déjà, la mer est en train de monter, comme vous savez, bien sûr, la terre est en train de devenir de plus en plus difficile à cultiver du fait de l'industrialisation, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire l'inventaire du mot qui nous touche, vous connaissez tout. Mais ce qui est le plus terrible, le plus étonnant dès qu'on vous creusez justement en termes de prospective, ce qui est en train de se passer, c'est que le jour où vraiment les choses vont se manifester, si on n'est pas encore suffisamment convaincu qu'elles sont déjà manifestées, enfin je veux dire qu'il va y avoir 1 milliard d'êtres humains par exemple qui ne va plus avoir à manger, comme Gérard Boivin et tous les gens qui travaillent sur l'alimentation le savent que c'est en train d'arriver, c'est en train de venir. Eh bien, le jour où les grandes catastrophes qu'on aura construites nous-mêmes, comme dit quelqu'un qui n'est pas un hippie très contestataire, on peut pas dire, M. Sarkozy l'a dit devant l'ONU, il a dit « Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nous ne pourrons pas dire dans 10 ans que nous ne savions pas que nous étions en train de fabriquer des milliards d'êtres humains qui allaient mourir de faim. On le savait. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas que le climat allait se réchauffer et détruire toute la biodiversité et finalement l'ensemble des êtres humains. On ne pourra pas le dire, on ne savait pas. Mais au moment où on va s'apercevoir de ça, où les grandes catastrophes vont arriver, tous les scientifiques nous montrent que du fait de l'inertie de notre système qui est considérable, à ce moment-là, on ne pourra plus le dire. Donc, il y a un effet tout à fait particulier, un piège très particulier de ce qu'on est en train de vivre, que l'humanité n'a jamais connu. Un piège. Pourtant, l'humanité, c'est tout de même les spécialistes des pièges, comme le dit très bien mon ami Thierry Godin. En anthropologie, l'homme, c'est tout de même l'animal qui a le plus travaillé sur les pièges. Mais lui-même, il s'est fabriqué une sorte de gigantesque pièce et qu'il est en train d'avancer droit dans une trappe, où quand il va s'apercevoir, il va relever la tête, ben, il va s'apercevoir qu'il est enfermé, il ne pourra plus rien faire. Donc, ce virage, il faut le prendre maintenant.
Aujourd'hui, il n'est pas pris. Il n'est pas pris parce que Gérard Boivin, on en a beaucoup parlé pendant ces 2 dernières années, avec Gérard Boivin qui avait été un dirigeant. Pourquoi? Parce que Gérard l'a très bien expliqué, parce que ça soit les politiques, que ça soit les entrepreneurs, que ça soit les citoyens, leur horizon c'est 4-5 ans. Donc personne ne s'occupe de ça. Alors, que faire? On va voir le comment. On a 3-4 convictions essentielles. La première chose, on y a réfléchi, effectivement, il y a cette question de la démocratie. Est-ce qu'une démocratie est capable de gérer une situation comme ça? Moi, en tant qu'anthropologue, en tant que prospectiviste, je me suis beaucoup intéressé au passé. Je constate, partout dans le monde, dans toute l'évolution humaine, mais aussi des sociétés, de la sociologie, etc., une évolution croissance vers la démocratie. À mon avis, on peut analyser toute l'histoire humaine comme une évolution très très profonde. Il y a des tendances de fond. Et il y a une tendance de fond pour lesquelles des millions de gens d'ailleurs sont morts au cours de l'histoire humaine, qui est cette progression dans le dialogue, dans la démocratie, dans les échanges, dans la collaboration. Donc, et quand vous regardez, alors je ne rentrerai pas dans les détails systémiques, l'analyse systémique de tout ça, etc., mais on voit bien que on ne fera cette transformation que de manière démocratique et collaborative. Ce n'est pas possible autrement. Et justement, peut-être, c'est une chance extraordinaire, parce que ça nous oblige à une progression considérable dans nos habitudes démocratiques. Par exemple, Richard a montré un site, ou actuellement sur Internet, en train de s'organiser sur des grands sujets, des votes, sur lesquels votent des millions de gens. Et les questions émergent des internautes, et ils se mettent à voter. Et à ce moment-là, quand vous avez 20 millions de gens qui ont décidé quelque chose, ça représente un certain poids. Donc on voit bien, il y a des tas de nouvelles manières de créer des dynamiques collaboratives. Il y a toute une question du renouvellement de la démocratie. Et Pierre Calame, de la Fondation pour le progrès de l'homme, que j'écoutais à la Reine, merci, à la Reine, l'agence l'Agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies dite. Voilà, on espère que vous allez être des acteurs essentiels dans notre démarche. Parce que, nous prête beaucoup de puissance. Pour le projet se rejoignent, mais ils avaient organisé une après-midi absolument magnifique, bravo, où intervenait Pierre Calame, qui est le président de la Fondation pour le progrès de l'homme. Et il m'a fait une remarque qui est aussi au cœur du pourquoi de notre démarche. Il a dit une chose qui me paraît essentielle et qui m'en appuiera et va développer cette dimension-là, et c'est pour ça que sa démarche m'intéresse beaucoup. Pierre Calame a dit: il n'y aura pas de démocratie locale et à court terme s'il n'y a pas une démocratie mondiale et à long terme. Et plus vous réfléchissez à ça, plus vous voyez que là aussi, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui est en train de se passer. Parce que de la même manière qu'il y a une impuissance des gens actuellement, qui se disent: mais on voit bien le long terme, il est en train de se noircir, mais en même temps, à court terme, je ne peux rien faire, ça ne me concerne pas. Mais il y a une autre manière, vous voyez toujours cette boucle partout, des gens qui vous disent, y compris des chefs d'État, qui vous disent: mais moi je ne peux rien faire finalement. C'est le monde, c'est la globalisation. Et même quand vous arrivez à l'ONU et que vous parlez à l'ALI, par exemple, ou à la Banque mondiale, ils vous disent: mais non, mais nous, on ne peut pas faire grand-chose, c'est le système. Et puis, vous savez, nous, de toute façon, on est des chefs d'État, on se partage le gâteau, l'ONU, ça sert à se partager le gâteau, et il n'y a personne qui gère. Donc, vous apercevez que, d'une part, l'humanité est en train de s'enfoncer dans un piège, et vous apercevez en plus, quand vous commencez à creuser, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. C'est pour ça qu'on n'est pas, personne n'est en train, le virage il n'est pas pris, parce qu'il n'y a même pas, il n'y a pas de volant, et il n'y a même pas une personne chargée de tourner le volant. Alors le pourquoi de Design Me Planet, c'est ça. C'est ça, c'est des citoyens qui brusquement se rendent compte de tout ça. Et quand je dis des citoyens, je reviens à la base, parce que finalement, c'est une démarche citoyenne. C'est pas Gérard Boivin, c'est pas en tant que président de BEM qu'il est là, bien évidemment.
Michel Salofkos, il n'est pas là en tant que consultant en stratégie. Moi, je suis là en tant qu'être humain. C'est tout. En tant que citoyen. Alors, on a mis des ressources ensemble. Alors, Gérard Boivet, il avait une bonne salle. Il s'est dit, bah, tiens, moi, je peux vous donner une fois par trimestre pendant un après-midi, vous pouvez venir chez vous. Alors, du coup, on a commencé à monter des réunions là-dessus. Après, on a eu, j'ai fait la rencontre d'Olivier Réau, les principaux. Alors, il avait des bureaux. Alors, il nous a. D'ailleurs, il en a un peu marre. Je fais un appel au peuple, parce que ça fait 2 ans qu'il nous abrite. Tous les lundis, alors le groupe a grandi. Au début, on était 4. On prenait des notes, on essayait de comprendre ce qu'on voulait faire. Là, maintenant, on est 20. Alors, il commence à être un peu débordé. Donc, je fais un appel à vous parce qu'effectivement, on cherche pour nos lundis après-midi une salle. Voilà, c'est des citoyens qui essayent de se mettre ensemble, de partager nos ressources et de faire quelque chose. Alors, on s'est bien sûr posé la question de la légitimité. Alexandre Roger, que je salue, qui est là aussi, qui nous accompagne depuis 2 ans, et on invente en marchant. Alors, un moment essentiel de cette démarche, au-delà des rencontres toutes les semaines où on a petit à petit tissé la problématique, et puis ce groupe de pilotage une fois par trimestre, il y a eu une tentative. Ça a été Design Me a Planet en Autriche. Et il y a certaines personnes qui ont été à cet événement extraordinaire, un peu exceptionnel, où on a voulu casser tous les codes. On s'est retrouvé dans un campus universitaire que l'industrie du papier autrichien a bien voulu nous mettre à notre disposition. Donc un campus un peu comme HEC, au vert, avec une très belle rivière. Et on a cassé les codes parce que, si vous savez, dans les congrès en général, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des experts absolument plus étonnants les uns que les autres, et puis ils arrivent avec leur PowerPoint, et puis ils délivrent. Et puis après, ils repartent. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de leur dire, attendez, vous restez, là, vous n'allez pas rester 2 heures, vous allez rester 1 semaine. Alors tout le monde dit, c'est pas possible. Vous savez, moi, je suis Erwin Laszlo, je viens pour 2 heures. Ah non, si vous venez pour 2 heures, c'est pas ça qui m'intéresse. Si vous venez une semaine, et puis votre présentation, ça va faire 10 minutes. Et il faut qu'on se pose et qu'on travaille ensemble. Et qu'on échange. Et qu'on collabore. Alors on a tenté ça, c'était pas évident. Benoît nous a aidé. Mais c'était une amorce. Bon, alors évidemment, on s'est dit, à la fin de la semaine, on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment collaboré? Oh ben non, on n'a rien, on n'a pas collaboré, c'est vraiment nul ce qu'on a fait. Mais enfin bon, il y avait l'intention. Donc je crois qu'il faut continuer là-dedans. Bon, je découvre aussi que de plus en plus de jeunes sont en train d'inventer ces méthodes de collaboration, la l'holocratie. C'est intéressant parce que il y a une rencontre actuelle avec tout ce qui est en train d'émerger. Et vous êtes en train de vivre là une des premières journées où petit à petit on essaye d'avancer. Alors pardonnez-nous si c'est mal organisé, parce que de toute façon on ne sait pas très bien encore comment faire. Mais c'est une invitation à chacun d'entre vous à créer ce monde de demain, à faire qu'on ait un avenir. Et je suis convaincu que, moi personnellement, je commence ma vie. Je suis un ado qui commence une nouvelle vie, où j'ai tout à apprendre. Mais je suis convaincu aussi, parce que justement le drame est tellement immense, je suis convaincu aussi que l'humanité est en train de se réveiller. L'humanité est en train de se réveiller parce que Sun Tzu, il disait une chose très très intelligente dans l'art de la guerre. Il disait: ne bloquez pas votre ennemi, ne l'acculez pas, ne l'acculez jamais à la mort. Parce qu'un ennemi qui est sûr de mourir, vous l'avez cerné, vous avez une armée 10 fois plus grande que lui, il ne peut plus s'échapper, etc. Eh bien, il dit, on ne sait jamais, parce que quelqu'un qui en est
là, il peut totalement se transformer. Il n'a plus de limite. Et aujourd'hui, moi je crois que l'humanité va se révéler parce que, justement, on est dans des conditions où si on ne le fait pas, on va disparaître. Et je crois que l'humanité est en train de le comprendre. Et donc tout devient possible. Et on le voit sur Internet, toutes les idées qui sont en train de jaillir de partout. Donc welcome dans le nouveau monde.